Laissez-moi vous conter une histoire prenant place dans les royaumes mortels. Le soleil filtrait à travers la canopée de feuilles pourpres et de troncs cristallins, projetant une lumière améthyste sur le sol de la jungle. Au milieu de cette végétation luxuriante, Shev Arclys, agenouillée, laissait jouer les rayons de lumière passant sur ses doigts. Tout autour d'elle, la vie grouillait de mille bruits. La vie, en ce lieu, était composée d'innombrables insectes, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Le son qu'ils produisaient résonnait comme un avertissement constant, un avertissement stipulant que nul n'était en sécurité au sein de cette nature inhospitalière. Le périple de Shev Arclys à travers les jungles de la côte Griffue avait été plus long et périlleux que prévu. Alors que celle-ci s'apprêtait à boire, ses sens elfiques l'avertirent d'une présence accompagnée d'une odeur familière qui ne nécessitait aucun sens surdéveloppé pour être ressenti. Son instinct ne l'avait pas trompée, et en se retournant, elle fit face à l'individu auquel elle s'attendait. Celui-ci, prénommé Hurle, railla Shev en présupposant que l'elfe cherchait à s'échapper. Cette accusation ne fit pas scier la principale intéressée, qui lui fit remarquer que la prochaine trace de civilisation se trouvait à des centaines de kilomètres, tout en affublant son interlocuteur d'une insulte bien cinglante. Ces mots provoquèrent l'apparition d'un poignard, ainsi que d'un croc de boucher dans les mains d'Hurle qui semblait enragé. Alors que la tension ne cessait de monter entre les deux protagonistes et que l'elfe s'apprêtait à tirer la dague accrochée à sa ceinture, une voix calme, mais ferme, intima d'arrêter ces querelles. Cet ordre, qui avait fait reculer chacune des deux personnes à l'avoir entendu, provenait d'un homme vêtu d'une épaisse robe noire et d'un gilet de cuir dissimulant la moindre parcelle de sa peau. À cet accoutrement s'ajoutait un bâton de fer noir, ainsi qu'un masque mortuaire d'or qui était à l'origine du surnom du nouveau venu, le Seigneur Doré. Celui-ci rappela aux esprits échauffés que leur but, la cité de Katsimos, n'était désormais plus très loin, et qu'il n'était pas le moment de s'entretuer. Le charisme de l'homme suffit à mettre au pas un bandit aussi détestable que Hurle. À travers les arbres cristallins apparurent les compagnons de celui-ci. Tout comme lui, des bandits, des fugitifs, des tueurs. Tous vêtus de peau, de cuir, de bouts de métal, auxquels venait s'ajouter une couche de sueur et de crasse. Il faut dire que le voyage depuis Magerhorn n'avait pas été de tout repos, tant et si bien qu'il ne restait qu'une cinquantaine d'individus dans le groupe du Seigneur Doré, tous plus répugnants les uns que les autres aux yeux de Shev. Celle-ci ne tergiversait pourtant pas, en se remémorant la récompense promise. Jamais elle n'aurait pu trouver par elle-même l'antique cité-bibliothèque de Katsimos, la dernière demeure d'Oclésius, l'arpenteur des royaumes. C'était uniquement grâce aux renseignements, aux parchemins, aux artefacts acquis tout au long de sa vie, que le Seigneur Doré avait pu finir par découvrir l'emplacement du tombeau de l'arpenteur des royaumes. Il faut dire que ce n'était pas là une mince affaire. La géographie était changeante au sein du royaume de Gour, due à la nature belliqueuse et agressive de tout ce qui formait ce royaume, y compris la terre, les montagnes, les continents. Certaines choses subsistaient malgré tout, et c'était le cas de la vallée cachée entourée de falaises déchiquetées, au sein desquelles se trouvait l'antique cité. Katsimos, le lieu où les grands érudits des royaumes mortels se réunirent jadis pour archiver et discuter de leurs connaissances. Le lieu où Oclésius, le penseur, scientifique et inventeur le plus illustre de son temps, était inhumé. Perdu dans ses pensées, le Seigneur Doré ramena Shev à la réalité en s'excusant de la qualité médiocre des serviteurs dont il s'était entouré. Il lui en expliqua la raison en lui rappelant que leur époque n'était pas celle des gens raisonnés et raisonnables, mais bien plus celle des tueurs, voleurs et autres brigands. Cherchant à rencontrer le regard de son interlocuteur derrière son masque doré, celle-ci acquiesça. Les brutes toucheraient leur or à la fin de la mission. Quant à eux, ils poursuivraient leur quête à la recherche de réponses à propos d'un nouveau mystère. Durant des heures, par une humidité et une chaleur étouffantes, ils marchèrent sans échanger le moindre mot. Le terrain était accidenté, et entre les pentes d'argile nauséabondes et les nids de guêpes sanguinaires, la progression était tout sauf aisée. Au bout d'un certain temps, la troupe finit par trouver un ruisseau d'eau cristalline situé entre deux grands arbres au tronc fin, appelés bois noirs. Avançant dans des tapis de feuilles rouges et violettes jusqu'aux chevilles, les mercenaires se dépêchèrent d'aller remplir leurs outres et autres gourdes qui étaient dangereusement vides, ignorant les conseils de prudence de Shev. Shev expliqua au Seigneur Doré que la source, étant la seule qu'ils aient rencontrée en 2 jours, devait être connue par tous les prédateurs du secteur, ce qui en faisait un lieu terriblement dangereux. Certains des hommes du Seigneur Doré acquiescèrent en entendant les indications de l'elfe.
au cours du voyage, ils avaient appris à écouter ses conseils. Malgré la soif qui la tiraillait, Chef fit confiance à son instinct et ne descendit pas boire vers le ruisseau. Alors que 2 des hommes du Seigneur Doré remontaient péniblement la colline afin de rejoindre le groupe, un quadrupède cornu fit son éruption et se jeta sur les 2 inconscients. Le premier fut projeté à 4 mètres de haut par un coup de corne, tandis que le second se faisait lacérer la poitrine d'un coup de griffe. La bête, qui possédait sous son front cornu un large museau plat, accompagné d'une gueule garnie de crocs acérés, poussa un hurlement tonitruant. Son corps était imposant, sans être lourd, semblable à un gros félin. De plus, plusieurs os blancs, d'où semblait émaner une lueur orangée, sortaient tout le long de son flanc. Cette bête, Chèvre la connaissait, du moins elle en avait déjà entendu parler. Un brachytor. Malgré ses injonctions à s'éloigner de la créature, le groupe de mercenaires sortirent leurs armes et se mirent à tirer des carreaux d'arbalète sur la bête et à la lacérer avec leurs armes de corps à corps. Le brachytor, alors que ses adversaires s'approchaient de plus en plus, libéra un nuage de poussière, embrasé par les étranges excroissances sortant de son flanc. Les réactions ne se firent pas attendre, et l'ensemble des mercenaires à proximité de la créature se mirent à se frotter les yeux, se gratter la gorge avant de s'effondrer, puis de gigoter au sol tout en hurlant de tous leurs poumons à cause de la douleur insoutenable. Le Seigneur Doré, ayant assisté à toute la scène, leva son bâton et pénétra dans le nuage de spores sans que cela ne semble l'affecter. Arrivé au centre de la brume, il frappa le sol de son bâton à 3 reprises. Le brachytor, les mâchoires recouvertes de sang, fixa de ses yeux jaunes vifs la nouvelle proie se présentant devant lui, et se jeta dessus toute griffe dehors. Réagissant avec une vitesse époustouflante, le Seigneur Doré leva son bâton et cria un mot dans une langue inconnue au reste de la troupe. Une détonation se fit entendre, suivie d'un éclair aveuglant. Lorsque Chef put rouvrir les yeux, elle constata qu'à l'endroit où se tenait le brachytor, il ne restait désormais qu'une immense masse inerte, le cuir noirci tel un morceau de viande brûlée. Chef examina la créature, s'assurant du décès de celle-ci, et, expliquant au Seigneur Doré que le poison relâché sous forme de nuage n'était autre qu'un puissant hallucinogène, elle récupéra un peu de la poudre orangée encore présente sur les excroissances de la bête. Soudain, les hurlements des mercenaires blessés se turent. Hurle et le reste du groupe encore en bonne santé venait d'abréger les souffrances des blessés. Cet acte provoqua un dégoût profond chez l'elfe, qui, avant de pouvoir protester, fut retenu par le Seigneur Doré. Celui-ci lui expliqua qu'il n'avait ni le temps, ni les ressources nécessaires pour s'occuper des blessés, et que ceux-ci, avec leurs cris, risquaient de rameuter encore d'autres créatures, potentiellement plus dangereuses encore. Chèvre assista à la fin de la mise à mort des malheureux par leurs compagnons. Pas un seul ne semblait ému d'avoir mis fin à la vie de 5 des leurs. Hurle ne manqua pas l'occasion de défier Chèvre du regard, en la gratifiant de son sourire le plus repoussant. Puis, la troupe se remit en marche. Avant de les suivre, l'elfe jeta un dernier regard sur les 5 cadavres qui resteraient là, gisant sans la moindre sépulture. Puis, elle suivit le reste de la troupe. Alors que le jour approchait de sa fin et que le relief devenait de plus en plus accidenté, Chèvre n'arrêtait pas de ressasser les images d'Hurle achevant les blessés. D'ordinaire assez pragmatique et froide, l'elfe ne comprenait pas l'origine du mal-être qu'elle ressentait. Soudain, un de leurs pisteurs, dénommé Kurde, fit irruption. C'était un Excelcien, sec et couvert de tatouages. Il portait une écharpe à carreaux rouges et verts, indiquant son ancienne appartenance aux guildes libres. Il indiqua au groupe qu'ils étaient arrivés à destination. Pressant le pas, Chèvre doubla le reste de la troupe empêtrée dans la végétation afin d'arriver au sommet de la crête. Là, elle vit. Elle vit et comprit ce qui avait coupé le souffle à Kurde. Devant eux, un vaste cratère, bordé par des éclats de pierre brisés, ainsi que par des branches d'arbres anciens sortant du sol, suspendues au-dessus de la dépression circulaire. À plusieurs endroits, des ruisseaux scintillants débordaient et plongeaient vers des canaux situés en contrebas dans le cratère. Au centre de ce cratère s'étendait l'antique cité de Katsimos. Des ruines labyrinthiques, jonchées de bâtiments fracassés, de flèches renversées et de grandes colonnes de marbre en partie recouvertes par des lianes et autres types de végétation. Au bout du canyon, le sol s'affaissait dans l'obscurité, comme si la terre avait ouvert sa mâchoire pour engloutir la cité. Passé l'émerveillement de cette vision, certains membres du groupe s'équipèrent de leurs grappins, de leurs cordes, ainsi que de gants et de bottes pourvus de solides pointes de métal. Afin d'ouvrir la voie, ils s'arrimèrent à des arbres surplombant le vide et descendirent en rappel, suivis bientôt par le reste des membres du groupe. Au cours de sa descente, Chèvre se retrouva face à l'antre d'un lézard qui la dévisageait d'un regard indifférent.
Alors que l'elfe le fixait, celui-ci se fit happer et disparut dans un claquement de crocs et une gerbe de sang, provoqué par une créature aux nombreux yeux et aux griffes pointues qui jaillirent de l'obscurité en essayant de saisir l'elfe. Celle-ci parvint à éviter l'attaque en se jetant sur le côté, toujours suspendue en l'air. C'est là qu'elle entendit les premiers cris. En levant les yeux, elle aperçut un mercenaire se faire saisir par des pinces barbelées sortant de la paroi, qui l'entraînèrent dans l'obscurité. De la terre, des cailloux tombèrent sur ses cheveux, et prise de panique, elle accéléra sa descente de la paroi. Privilégiant la vitesse à la prudence, elle rata une prise et chuta, heurtant sa tête à quelque chose. Elle parvint à se rattraper miraculeusement à une racine d'arbre. Complètement sonnée, elle leva la tête pour apercevoir une dizaine de mercenaires descendre à toute vitesse, alors que surgissaient de la falaise de nombreux membres insectoïdes à la recherche de proies. Les mercenaires, qui étaient déjà arrivés en bas, n'étaient d'aucun secours pour leurs compagnons, leurs tirs d'arbalète risquant de toucher leurs camarades en essayant de leur venir en aide. Une des créatures fit irruption à côté de Shev, qui en observa l'apparence pour la première fois. Semblable à un gigantesque mille-pattes, paré de plaques de chitine barbelées luisantes, la créature possédait une petite tête bulbeuse constellée de centaines d'yeux noirs et d'une paire de mandibules tranchantes. Ses pattes avant étaient longues, semblables à de fines lances de chitine de jet. Malgré la proximité avec l'elfe, la créature ne sembla pas la remarquer. Shev réalisa qu'elle devait être aveugle de jour. Quand soudain, la racine grinça et craqua sous le poids de l'elfe. L'horreur des tunnels poussa alors un cri strident et frappa en direction du bruit. Shev roula sur le côté, ne s'agrippant à la racine brisée que par le bout de ses doigts. La corde attachée à sa ceinture lui cisaillait le ventre, et l'horreur des tunnels martelait ses membres contre la racine. Quelques mètres en dessous de l'elfe se trouvait un énorme rocher. Shev, après avoir détendu sa corde pour gagner en mobilité, s'aperçut de la présence d'une autre racine saillante non loin. Elle attira l'attention du monstre en balançant son outre au-dessus de celui-ci, puis se balança à l'aide de sa racine avant de se projeter vers la nouvelle racine. Au même moment, quelque chose effleura son crâne et la coupa dans son élan. Elle s'écrasa sur le rocher en contrebas complètement sonné, les côtes dans un sale état, et la respiration obstruée par le sang qu'elle crachait. Reprenant ses esprits au bout de quelques instants, elle chercha une nouvelle issue à cette descente infernale. En contrebas, à une distance bien trop élevée, se trouvait un lac d'eau, dont la surface couverte d'algues scintillait comme pour appeler l'elfe à sauter. L'eau semblait profonde, mais rien n'excluait la présence de rochers juste sous la surface. L'apparition de deux nouvelles horreurs des tunnels juste au-dessus de sa tête suffirent à faire prendre à Shev une décision rapide. Elle sauta en repliant ses bras contre sa poitrine, les jambes serrées telles une bougie, en poussant un hurlement de toutes ses forces. Elle pénétra dans l'eau telle une flèche dans de la chair. Celle-ci était glacée. De plus, le fond était spongieux, ce qui ne facilita pas la sortie de Shev, qui ne manqua pas de boire la tasse à 2 reprises. Elle finit par s'en sortir, notamment grâce à l'aide de Kurd qui la hissa hors de l'eau. Celui-ci salua la témérité de l'elfe pour avoir tenté un saut aussi dangereux. Tout en s'agenouillant, elle constata qu'il ne restait désormais qu'une vingtaine de personnes dans leur communauté, dont le Seigneur Doré, mais aussi Hurle, au grand regret de l'elfe. Parmi les survivants, nombreux étaient ceux à être blessés. Les horreurs des tunnels, déjà rentrés dans leur terrier, avaient laissé de vilaines entailles en souvenir à la plupart des aventuriers. Le Seigneur Doré était quant à lui indemne. Il chuchota des paroles magiques qui provoquèrent l'apparition d'un halo d'une belle lueur jaune provenant de son bâton. Le groupe se situait au centre d'une avenue qui se dirigeait vers le centre-ville en ruine. Ils la parcoururent en observant autour d'eux les statues abîmées des divers inventeurs, savants et autres ingénieurs qui étaient jadis révérés dans cette cité. Shev indiqua qu'il n'y avait aucune trace de bataille ayant pu provoquer la chute de la cité. Le Seigneur Doré acquiesça en indiquant que la cité, qui comportait autrefois quelques milliers d'âmes, avait probablement dû être abandonnée. Après de longues heures de marche dans les rues de la cité, au rythme soutenu qu'imposait le Seigneur Doré, Hurle leva la main, intimant au groupe de s'arrêter. Les membres de la troupe dégainèrent aussitôt leurs armes, observant les bâtiments délabrés aux alentours. Le jour déclinant, les ombres gagnaient du terrain peu à peu autour d'eux. Après quelques secondes, Shev perçut elle aussi les bruits qui avaient provoqué l'arrêt du groupe. Des battements de tambours, des mugissements résonnaient alors qu'ils n'étaient plus qu'à quelques centaines de mètres de l'extrémité du canyon. L'autre bout de la falaise s'élevait devant eux, alors que la cité disparaissait, plongeant dans les ténèbres. Les ruines semblaient se faire dévorer par la terre, un phénomène qui n'avait rien d'étonnant dans le royaume de la bête. Finalement, le Seigneur Doré indiqua que ces ténèbres inquiétantes provenant du gouffre qui s'étendait devant eux étaient bien leur destination.
Sa tentative pour remobiliser ses troupes n'obtient qu'un marmonnement d'acquiescement en signe d'approbation quant à la poursuite de l'aventure. Ils étaient là, devant eux, les responsables des bruits. Des silhouettes massives dansant et beuglant autour des flammes. Des silhouettes à la peau vert foncé, recouvertes de peintures de guerre et équipées d'haches, de pierres et de gourdins grossiers. Cette découverte rendait la tâche encore plus compliquée qu'elle ne l'était déjà pour les aventuriers. Les Aurouks, au milieu des flèches de la cité brisée, des tours incendiées et des décombres en tout genre, assouvissaient leur soif de destruction. Le Seigneur Doré estima la présence de ces brutes à de nombreuses années, la dévastation du lieu remontant à plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Les monstres verts avaient sculpté sur les murs des visages bestiaux et avaient fabriqué des totems d'os aux couleurs éclatantes qui reposaient à divers endroits sur le sol. L'odeur qui émanait de la pièce était immonde. Hurle exprima son dégoût en rappelant que les Aurouks étaient de plus en plus nombreux et que 2 mois plus tôt, ils avaient réduit la ville de Port-Crassin en poussière. L'un des mercenaires au visage grêlé, dénommé Fegel, lui répondit que les monstres féroces avaient été vaincus par les hommes de foudre lors de la bataille de Cloque-Sable. Mais pour Hurle, ces créatures ne pouvaient pas être vaincues. Ils revenaient toujours, quoi qu'il arrive. On ne pouvait qu'en tuer un maximum pour espérer qu'ils reviennent moins vite la fois d'après. Shev estima le nombre d'Aurouks à une centaine environ. Ils décidèrent donc de les contourner, tout en espérant que les peaux vertes n'aient pas découvert aussi la tombe d'Oclésius. Analysant le terrain et les débris des bâtiments qui reflétaient l'ancienne magnificence de la cité, l'elfe repéra un bâtiment plus imposant que les autres, semblable à une cathédrale sigmarite. Le style architectural coïncidait. Les arcs-boutants étaient reliés en support d'une flèche centrale, sur laquelle trônait une spirale en cristal. Les vitraux étaient, eux, tous brisés, mais les formes circulaires des fenêtres étaient bien identiques à celles des églises de la ville ancienne d'Azamari. Le toit, formé de tuiles en forme de disque, disposées en spirale, avait un aspect bizarre, presque organique. Malgré son délabrement avancé, le bâtiment conservait une certaine prestance. Shev, qui savait de source sûre qu'Oclésius était réputé non seulement pour son génie, mais également pour son ego démesuré, confirma que sa tombe devait se trouver dans ce grand bâtiment. Le groupe, avec Hurle à sa tête, se dirigea alors prudemment vers un ravin étroit, plongeant entre les murs de 2 bâtiments délabrés. Toutes les armes étaient de sortie, excepté les armes à feu. Leur utilisation aurait provoqué un tel boucan qu'elles seraient revenues assigner leur arrêt de mort à tous, massacrés par des hordes d'Aurouks. En effet, au cours de leur progression, les sons de tambours ne cessaient de résonner, et des silhouettes et autres formes s'apercevaient ponctuellement, au fur et à mesure qu'ils s'approchaient du camp de guerre des peaux vertes. Au son des tambours venaient se rajouter des hurlements de bêtes, ainsi que le bruit d'armes qui s'entrechoquaient avec violence. Cachés dans la pénombre, ils parvinrent à traverser un passage à découvert, en se séparant en petits groupes, et en priant pour ne pas réveiller les dizaines d'Aurouks dormant à proximité dans des huttes primaires. Shev, observant les danses insensées qui avaient lieu autour du feu, vit 2 énormes guerriers se lancer dans un duel de coups de tête, ce qui réjouissait grandement le reste des peaux vertes. Poursuivant leur parcours le plus furtivement possible, Shev reconnut en son fort intérieur qu'Hurle possédait de très bonnes capacités dans ce domaine. Avançant avec agilité, ne faisant quasiment pas de bruit, le tueur ouvrait parfaitement la voie. Tout à coup, il leva la main pour signaler un arrêt. Les mercenaires, prêts à utiliser leurs armes, observèrent les 2 Aurouks qui venaient de débouler du coin de la rue juste devant eux. Ceux-ci, armés de lances avec des pointes de pierre, semblaient ivres et produisaient ce qui pourrait s'apparenter à un dialogue, des grognements gutturaux. Alors que les 2 créatures n'étaient plus qu'à 20 pas du groupe, et sur ordre d'Hurle, 3 Excelsiens s'avancèrent avec leurs arbalètes lourdes à répétition, mettant en joue leur cible. D'autres membres du groupe étaient également prêts à tirer sur les 2 peaux vertes avec des arcs, des javelines ou bien des hachettes. Lorsque les 2 monstres se trouvèrent à une dizaine de mètres, Hurle abaissa sa main provoquant le tir de ses hommes. Une vingtaine de projectiles partirent, accompagnés d'une multitude de bruits secs, et atteignirent les Aurouks. Alors que l'un d'eux s'écroula, le second, blessé, se mit à rugir de rage. Il leva sa lance pour faire face au groupe composé d'Hurle et de 5 autres tueurs qui venaient finir le travail. Ils fondirent sur lui en même temps, en le renversant. Malgré le nombre, l'imposante bête saisit un mercenaire à la gorge et le transperça de sa lance, alors qu'il se faisait lui-même planter par les armes tranchantes des autres humains. Malgré sa colère, l'Aurouk finit par tomber, égorgé par la lame dentelée d'Hurle. Les mercenaires retinrent alors leur souffle, tendant l'oreille pour anticiper un cri d'alarme quelconque.
Mais rien ne se fit entendre, Chèvre en fut grandement soulagé. Après avoir dépouillé leurs anciens camarades, aux grandes dames de Chèvre, et caché les 3 corps, le groupe reprit son chemin et grimpèrent rapidement les marches du grand bâtiment en ruine, avant de s'arrêter dans le vestibule pour s'équiper de torches. La lumière révéla une salle dévastée, remplie de débris et noircie par les incendies passés. Il ne restait plus grand-chose des statues de marbre blanc, des grandes vitrines sphériques emplies d'artefacts, de tomes et autres reliques. Tout était souillé, brisé, brûlé ou jeté en travers de la pièce. Des taches brunes étaient étalées partout sur les murs, sur le sol, sur le plafond, sauf aux endroits où ceux-ci étaient troués bien sûr. Du vestibule, on pouvait se rendre dans 2 grandes antichambres qui étaient en tout aussi mauvais état. On trouvait dans le coin de l'une d'entre elles une pile de crânes et d'ossements brisés. Probablement les humains, elfes, du Hardin, qui avaient donné leur vie pour protéger ce lieu des siècles auparavant. Ne voyant aucun signe de la tombe d'Oclésius, les mercenaires commencèrent à prendre à partie Chèvre. Celle-ci réaffirma ses dires. Le tombeau se trouvait bien ici, quelque part. Le Seigneur Doré ordonna alors au groupe de fouiller entièrement et minutieusement le bâtiment. Se tournant ensuite vers l'elfe, il lui signifia que s'il ne trouvait rien, celui-ci ne pourrait pas grand-chose pour la protéger des représailles plus que probables des mercenaires. Chèvre était pourtant sûre d'elle. Des années durant, elle avait parcouru des textes anciens, des cartes et autres légendes afin de réunir les différentes pièces de ce mystère. Cela n'avait pas été une mince affaire. La quasi-totalité des documents avait été perdue pendant la période des Grandes Ténèbres, lorsque les démons foulaient librement les terres, souillant et massacrant tout sur leur route. Les pertes datant de cette époque étaient inestimables, les monuments et autres œuvres artistiques et littéraires étant détruites, alors que les tenants de l'histoire orale étaient eux impitoyablement tués ou enrôlés dans les légions démoniaques des dieux du chaos, devenant à leur tour d'impitoyables tueurs. Chèvre avait dû sillonner les terres des bêtes, à la recherche de tombeaux perdus, de cités oubliées et de caveaux occultes, afin de rassembler les bribes de l'histoire de cette région sauvage. De la cité prisme de Glour, aux cryptes célestes des royaumes des nuages, en passant par les catacombes inondées de Micra Mackay, Chèvre avait trouvé des bribes de l'histoire du grand voyageur, inventeur, philosophe et homme d'État qu'avait été Oclésius. La cité de Katsimos, qui fut son foyer, était autrefois un carrefour commercial, ainsi qu'un acteur majeur dans la géopolitique de la région. Malheureusement, en l'espace d'un battement de paupières, l'éclat, le faste de cette cité grandiose s'était fait réduire à néant, ne restant plus qu'une ville fantôme brisée et souillée. L'elfe s'aventura dans les salles abandonnées depuis des lustres, éclairant de sa torche des fresques anciennes, du moins ce qu'il en restait. Revenue dans le grand hall, elle porta son regard sur le plafond. Au milieu de l'obscurité, accrochée au plafond, se tenait une immense décoration, recouverte de poussière et de toiles d'araignée, mais qui semblait malgré tout intacte. L'espèce de lustre était composée d'un immense disque de métal, auquel pendaient 6 sphères, d'où ressortait de la couleur sous la couche de poussière. Son intérêt piqué, Chèvre grimpa sur une colonne avant de s'élancer sur des débris d'étagères calcinées. De là, elle agrippa un mince rebord qui faisait le tour de la grande salle. Elle se retourna et s'élança avant d'atterrir sur l'ornement, sous le regard interrogateur de Kurd et de quelques mercenaires stationnés en bas. La décoration fut nettement ébranlée par son arrivée, chassant la poussière qui s'accumulait dessus depuis des siècles. Observant le disque de plus près, l'elfe remarqua qu'un sillon faisait le tour de la structure en formant des cercles concentriques. Chacune des sphères pendantes était fixée à l'un de ces cercles. Chèvre sentit son rythme cardiaque s'accélérer, alors que le Seigneur Doré, accompagné de quelques mercenaires, s'approchait en contrebas. Elle leur désigna tour à tour les sphères, représentant chacune un royaume. La sphère cuivrée, parcourue de sillons de cristal rouge scintillant tels des coulées de lave, représentait le royaume du feu, Akshi. Le royaume de la vie, Giran, était représenté par un orbe d'un vert puissant, profond. Le royaume de la lumière, Ish, et le royaume des ombres, Ulgu, situés à l'opposé, tournaient l'un autour de l'autre, représentant la dépendance de chacun de ces royaumes entre eux. En tirant sur les chaînes qui reliaient les 2 orbes, Chèvre les rapprocha l'un de l'autre, ce qui provoqua leur illumination. De son bâton, le Seigneur Doré désigna le royaume de la bête, Gour, ainsi que le royaume du métal, Shamon. Hurle fit remarquer qu'il n'y avait là que 6 sphères et non 8. Sa remarque fit rigoler l'elfe, qui pointa le plafond du doigt, car c'est seulement au sommet que l'on pouvait trouver le domaine du dieu roi, le royaume saint d'Azir veillant sur le reste des royaumes mortels. La lumière émanant des sphères
représentant les royaumes d'ombre et de lumière chassèrent la pénombre et firent apparaître au plafond une comète enflammée, gravée, qui s'illumina fortement. Le Seigneur Doré fit un mouvement de tête et levant son bâton, il conclut en indiquant que le royaume de la mort, Shyish, ne pouvait se trouver qu'en dessous, sous terre. Il frappa alors le sol du sanctuaire de son bâton. Un éclat d'améthyste apparut alors, avant que le sol ne se craquelle et qu'un trou béant ne se crée au centre de la pièce. Dans cette crevasse béante, le groupe aperçut un escalier d'obsidienne descendant en colimaçon. Chacune des marches était striée de traits azurés, parfaitement sculptés au demeurant. Boxant le vide en signe de triomphe, un large sourire aux lèvres, Shev, parcouru par un frisson dans la colonne vertébrale, s'élança dans les escaliers sans attendre le reste de la troupe. Au bout de l'escalier se trouvait une grande arche faite de marbre blanc et richement décorée. Des scènes représentant des lieux oubliés, des monuments antiques, des cités légendaires étaient sculptés à même le marbre. Probablement les souvenirs provenant de la vie palpitante d'Oclésius. Par-delà l'arche s'étendait une pièce circulaire aux murs tout autant décorés. De multiples bras zéros, dégageant une lueur bleutée, éclairaient la pièce. Aux trois autres extrémités de la pièce se trouvaient d'immenses miroirs, alors qu'au centre reposait un tombeau surélevé sur lequel trônait un gisant en or massif. Il représentait un homme habillé d'une robe et coiffé d'une calotte. Il tenait dans ses mains croisées sur sa poitrine des lunettes, mais surtout un petit globe strié de bandes argentées. Ici gisait l'arpenteur des royaumes, Oclésius. À peine descendu, le Seigneur Doré se dirigea impatiemment vers le cercueil en marbre avant de le briser d'un coup de bâton. Shev fut atterré par tant d'indélicatesse, alors que les mercenaires débarrassaient le couvercle du sarcophage. Elle aperçut la dépouille qui semblait étrangement vivante. Oclésius, du moins son cadavre, avait été préservé de la décomposition. Mis à part sa peau tendue et pâle, tout le reste était intact. Ses yeux, d'un bleu profond, regardaient dans le vide. Mis à part son riche accoutrement et ses multiples bijoux, l'aspect physique de l'homme ne rendait pas honneur à sa légende. Petit, chauve, possédant pour seule pilosité une barbichette. Dans ses bras, il tenait un grimoire recouvert de runes que le Seigneur Doré s'empressa de lui arracher. Alors que le chef de l'expédition était plongé dans la consultation des mémoires d'Oclésius d'Astiltan, Shev observait les yeux du cadavre. Ils étaient différents. Celui de gauche scintillait étrangement et était dur au toucher. Elle l'enleva discrètement à l'aide de son couteau, puis elle se mit à l'observer de plus près. Dans l'œil de cristal, des filaments lumineux se propageaient de toutes parts pour venir se fondre dans l'iris. Au fur et à mesure de son observation, la lumière s'intensifia et le cristal devint flamboyant. Une voix dans sa tête résonna alors, la réprimandant sur le fait de profaner la tombe d'un homme ainsi que son cadavre. La surprise fut telle que Shev lâcha l'œil qui rebondit sur le cercueil avant de rouler sur le sol. La voix lui intima de faire plus attention. L'œil avait été extrêmement difficile à façonner, et s'il était détruit, il pourrait bien disparaître. Le Seigneur Doré, alerté par le bruit, somma Shev de s'expliquer d'un ton glacial. Cette dernière commençait à paniquer, en demandant à la voix dans sa tête de s'arrêter. Celui-ci se présenta alors, Oclésius d'Astiltan, du moins sa conscience désincarnée. Voyant que l'elfe continuait à communiquer avec une entité hors de sa portée, le Seigneur Doré se mit en colère, et après que Hurle ait saisi et immobilisé Shev, il la menaça, en lui ordonnant de lui expliquer ce qui venait de se passer. Elle l'informa qu'elle entendait une voix dans sa tête depuis son contact avec l'orbe. Le Seigneur Doré, après l'avoir ramassé, l'identifia comme étant de l'ombre vert provenant de la cité des miroirs. Ainsi, Oclésius avait refusé de se rendre au royaume des morts, privant ainsi le tyran des eaux de son âme. Le Seigneur Doré s'adressa à l'arpenteur des royaumes, lui promettant de le rappeler à la vie si jamais ce dernier lui donnait l'emplacement de l'éclat d'argent. Lorsque ce nom fut prononcé, il y eut un léger bruissement, et Shev crut percevoir quelque chose dans l'un des immenses miroirs. La voix d'Oclésius résonna dans la salle, faisant sursauter toute la troupe. Méfiant, il demanda au Seigneur Doré comment connaissait-il ce nom. Ce dernier refusa de répondre, et questionna Oclésius sur la cité perdue de Xoantica. Visité jadis par l'arpenteur des royaumes, il avait été le seul survivant d'une expédition de 500 personnes. Malgré les menaces, Oclésius refusa de donner la moindre information. Le Seigneur Doré jeta alors l'orbe au sol avant de protéger une décharge de foudre continue sur la relique. La voix d'Oclésius se mit à paniquer alors qu'une fumée verdâtre s'échappait du cristal. Des hurlements d'agonie résonnèrent dans la salle
alors qu'Oclésius tentait de négocier pour mettre fin à son supplice. Chèvre tenta également de stopper le Seigneur Doré, mais celui-ci la repoussa sans ménagement. Oclésius, refusant toujours de céder, le Seigneur Doré augmenta la puissance de ses décharges jusqu'à ce que le cristal se fissure. Implorant la pitié, Oclésius céda et indiqua que le lieu recherché se trouvait dans le Grand Nord, aux confins de la côte des Griffes, là où les montagnes des cicatrices du destin flottent au-dessus de la terre. Cachée dans ses sommets, se trouvait la cité de Xoantica, camouflée par une magie d'illusion. Oclésius les mit en garde. Seule la mort régnait en cet endroit, et si jamais il s'y rendait, il n'en reviendrait pas. Satisfait, le Seigneur Doré ramassa l'orbe, tandis qu'Oclésius, s'adressant uniquement à Chèvre, la supplia de fuir tout en emportant le cristal avec elle. Le Seigneur Doré se tourna alors vers Chèvre. Il questionna l'elfe sur sa loyauté et sa capacité à garder le silence quant à leur prochaine destination. Dans le même temps, Hurle avait placé la pointe de sa lame au creux des reins de cette dernière. Des mercenaires gardaient l'entrée. Elle était prise au piège. Le Seigneur Doré poursuivit en déclarant apprécier grandement les talents de l'elfe, dont le nom complet était Chevania Arklis. Celle-ci exprima son mépris, ce qui ne déstabilisa pas son interlocuteur le moins du monde. Il lui rappela qu'elle n'avait jamais présenté aucune de ses grandes découvertes au collège d'Azir, qu'aucune de ses expéditions n'avait reçu l'accord des autorités. En bref, qu'elle n'était qu'une pilleuse de tombes. Particulièrement douée, cela dit. Ces mots résonnèrent en Chèvre. Il ressemblait à s'y méprendre aux derniers mots que lui avait adressés son défunt père. Le Seigneur Doré ordonna à Hurle de reculer et tenta de calmer le jeu. Il s'approcha de l'elfe pour lui serrer la main afin de sceller la poursuite de leur partenariat. Mais Chèvre n'était pas de cet avis. Feignant d'être d'accord, elle se saisit d'un disque de métal du Hardin dans sa poche et, soudainement, le balança au sol. Une explosion lumineuse retentit, brisant les 3 miroirs en 1000 morceaux, aveuglant et assourdissant toutes les personnes présentes dans la pièce. L'elfe frappa Hurle d'un coup de coude au visage, puis se releva. Devant elle, le Seigneur Doré, qui avait été au plus proche de la détonation, était à genoux. Son masque doré et fumant gisait au sol. Il camouflait son visage de ses mains. En dessous des doigts, Chèvre vit quelque chose gigoter, quelque chose qui ne ressemblait pas à des yeux humains, pas à des yeux tout court d'ailleurs. Cette vision la conforta dans son choix de quitter cette expédition. Alors que le Seigneur Doré cherchait son masque à tâtons, l'orbe magique glissa de ses mains et rebondit en direction de l'elfe, qui ne se fit pas prier pour le saisir. Elle se précipita vers l'escalier, assénant au passage un coup de genou dans les parties intimes à Kurde, qui essayait de lui barrer la route. Filant à toute allure, elle regagna le hall de la cathédrale. Arrivé en haut, Chèvre se retrouva face à 2 mercenaires qui pointèrent leurs armes dans sa direction, en affichant une mine perplexe. Des bruits de pas provenant de l'escalier résonnaient de plus en plus fort. L'elfe se précipita vers l'autre extrémité de la pièce, tout de suite poursuivi par ses anciens camarades. Elle s'engagea dans un couloir décoré de statues de marbre avant d'arriver dans une salle remplie de piles de livres, de parchemins et de bustes. Un coup de feu retentit alors qu'un tas de parchemins explosait à sa gauche. Elle entendit un ordre interdisant aux hommes d'utiliser leurs armes à feu dans cet endroit décrépit, probablement provenant d'Hurle. Cependant, le soulagement de Chèvre ne fut que de courte durée. Une volée de carreaux d'arbalète vinrent se ficher dans les livres et les étagères l'entourant. Oclésius guidait l'elfe en lui indiquant les directions à prendre. Elle parvint à s'extirper de la salle et s'engagea dans un nouveau couloir. Au bout, 2 individus se dressèrent. L'un, gaillard, possédait une masse en argent-acier, tandis que l'autre maniait une dague incurvée. Chèvre poursuivit sa course vers eux, et au dernier instant, elle s'agrippa à une étagère sur sa droite, lui permettant d'esquiver le coup de masse et de découcher un coup de pied dans la tête de son porteur. Elle sauta ensuite par-dessus son deuxième adversaire, avant d'atterrir sur une nouvelle étagère et de poursuivre sa fuite, les carreaux d'arbalète sifflant tout autour d'elle. Soudain, quelque chose heurta son épaule gauche, la faisant dégringoler violemment sur le sol. Étourdie, le souffle coupé, une douleur lancinante se répandit dans son bras. Crachant du sang, elle fit en un instant le point sur son état. Cheville et mâchoire dans un sale état, certainement 2 côtes cassées au minimum et un mal de tête digne des plus belles cuites qu'elle avait prises au Fire Whisky de Hardin. S'adossant à une étagère, elle arracha le projectile de son bras. La voix d'Oclésius la sortit de sa torpeur, en lui indiquant d'escalader une statue pour atteindre une fenêtre située en hauteur. La chute ne devrait pas lui être fatale. Alors que les voix de ses poursuivants résonnaient autour d'elle, Chèvre se leva et se dirigea vers la statue en titubant. Surgit alors Hurle,
équipée d'un couperet et d'une arbalète de poing, chargée avec un carreau barbelé. Étant mise en joue, l'elfe ne put que lever les mains. Il se rapprocha d'elle, puis, lorsqu'il fut assez proche, abaissa son arbalète, bien décidé à se servir de sa lame pour découper sa proie. Vive comme l'éclair, Chef saisit une poignée de poudre qu'elle avait collectée sur le brachytor et le balança au visage de son opposant. Hurle, aveuglé, hurla un juron et tenta d'atteindre son adversaire de sa lame. L'elfe esquiva sans peine le coup circulaire et envoya un puissant coup de genou dans l'entrejambe du mercenaire. Il s'écroula en gémissant sur le sol. Chef lui prit son arbalète et la pointa sur sa tête. Non, ce n'était pas la peine, ça aurait été même un cadeau. Le venin du brachytor commençait à faire effet, et Hurle allait connaître des souffrances inimaginables et des hallucinations cauchemardesques. Pris de panique, il poussait déjà des cris horrifiés tout en se frottant les yeux vigoureusement. L'elfe se dirigea vers la statue, l'escalada, puis, arrivé en haut, hésita un instant. Son hésitation fut balayée par les carreaux d'arbalète qui commençaient à fuser dans sa direction. Elle dut faire confiance à Oclésius. Malgré la douleur, elle se jeta sur le vitrail, protégeant son visage de ses bras. Elle sentit le verre se briser à l'impact, puis chuta quelques instants avant d'atterrir sur un sol recouvert de mousse et de buissons épineux. Elle dévala ensuite une pente escarpée, priant pour qu'il n'y ait pas une falaise au bout. Le vertige et la douleur provoquée par ses blessures la forcèrent à s'immobiliser un instant. Une main se referma alors sur son bras pour la relever. Sa vision troublée, elle distingua le visage d'un homme qui lui criait dessus. Elle lui asséna un coup de tête. Armand Calice, alors qu'il aidait à relever l'elfe, fut surpris par sa réaction. La douleur le fit reculer en chancelant. La responsable du coup tentait de courir pour s'éloigner en titubant. Des broussailles surgit alors une femme grande, mince, habillée d'un grand manteau de cuir. L'elfe tenta de lui décocher un coup de poing, mais la nouvelle venue esquiva d'un pas de côté avant de l'attraper par le bras et de le tordre, renversant la fuyarde sur le dos. La capitaine, Arika Zent, maintint l'elfe au sol à l'aide de son pied, tout en soulignant l'habileté de Calice avec la jante féminine. Ce dernier, le nez brisé, se releva en soupirant. Il vint observer le visage anguleux de la prisonnière. Ses traits n'étaient pas aussi fins que ceux de Zent. L'elfe avait la peau claire, les cheveux bruns tirant sur le roux, et la moitié de son visage était recouvert de brûlures. Elle s'adressa à eux pour leur signifier qu'ils devaient se dépêcher de fuir. Derrière eux émergèrent des arbres, Anivertol, ainsi qu'un groupe de corsaires elfes sous les ordres de Zent. Ils étaient équipés de toutes sortes de lames, des lourds sabres d'abordage aux dagues en passant par les rapières. Équipé de son pistolet à quadruple canon, Tol se présenta à l'elfe, lui indiquant qu'il traquait l'homme qu'elle avait accompagné jusqu'ici. Un hérétique et un tueur qu'il comptait bien abattre. Anivertol était un répurgateur, appartenant au très saint ordre d'Azir, et Chef serait sa prisonnière, jusqu'à ce qu'il ait établi si elle était complice ou non des méfaits du parjure. À ce moment, des bruits de tambour, des beuglements, accompagnés d'un son de cavalcade se firent entendre. Des Aurochs à n'en pas douter. Le groupe se mit en branle rapidement, et escalada la pente boueuse menant aux ruines de la cité. Calice dégaina ses armes, une lame d'aiguille de libre avec une garde en panier, ainsi qu'un pistolet à rouet du Hardin. Après plusieurs mois passés en leur compagnie, il n'était toujours pas particulièrement à l'aise avec les corsaires elfes, assoiffés de meurtres qui l'entouraient. Ses longs cheveux au vent, Zent menait son équipage, ses lames jumelles elles aussi sorties. Arrivés en haut de la pente, ils aperçurent une horde de peaux vertes se déchaîner sur un groupe d'une vingtaine d'hommes. Les humains tentaient de maintenir leur position sur des marches en haut desquelles se tenait un bâtiment en ruine. Ces marches étaient recouvertes de sang et jonchées de cadavres. Au cœur de la nuit, les torches et les détonations d'armes à feu illuminaient le champ de bataille. Dans l'entrée du bâtiment brisé, un homme au masque doré, maniant un bâton, s'aperçut de leur présence. À sa vue, Tol hurla le nom de Vermir, avant de se ruer vers sa cible. Sur le chemin, des Aurochs beuglants surgirent des diverses ruines. Sans ralentir sa course, Tol abattit l'une des créatures d'un tir dans la tête. Calice eut moins de réussite et son tir ne suffit pas à tuer la bête. Ces monstres étaient coriaces. Virevoltant, le capitaine Zent esquiva un coup de hache grossier avant de planter ses lames dans la gorge de son opposant. Partout, les elfes commençaient à s'entretuer avec les Aurochs. Tol, plongé dans une frénésie inhabituelle, ouvrait la voie, multipliant les cadavres autour de lui. Cependant, le nombre d'Aurochs à se jeter sur lui ne cessait de croître. Cela faisait un sacré bout de temps que le répurgateur n'avait pas enduré une telle épreuve physique. Mais l'enjeu en valait la chandelle. Sa proie était là,
et avec elle, la seule chance de rendre la justice au nom de Sigmar, de voir le corps du traître, mutilé et pendu aux portes d'Excelsis, en guise d'avertissement pour tous ceux qui envisageraient de nuire à leur prochain. Ortam Vermir, le traître d'Excelsis, le seigneur doré avait massacré tant d'innocents. Autrefois ami d'Anivertol et juge suprême de la cité d'Excelsis, il avait profité de son statut pour condamner à mort plusieurs milliers de personnes pour le compte des dieux sombres. Taillant de toutes parts, Tol continuait de se frayer un chemin à travers les peaux vertes. Il n'était plus qu'à une 50aine de mètres de sa cible, et celle-ci ne le quittait pas des yeux. Prêt à mourir pour sa mission, Tol leva son pistolet pour viser la tête de sa cible. Au moment d'appuyer sur la détente, il fut percuté par un poids mort. Déséquilibré, son tir passa au-dessus de sa cible. Une mêlée au sol s'engagea alors avec son assaillant, jusqu'à ce que, sur le point de plonger sa lame dans le corps adverse, il se rendit compte qu'il s'agissait là de Calice. Ce dernier était exténué. Une lueur bleutée apparut alors. Vermir se tenait sur un disque de métal scintillant, enveloppé de flammes bleues, et s'élevait dans le ciel, abandonnant ainsi ses hommes de main. « Pas aujourd'hui, dit-il à Tol, avant de s'éloigner vers les bords du cratère. Tol écumait de rage. Il saisit Calice et le plaqua contre un mur. Pourquoi l'avait-il plaqué au sol? Calice lui répliqua d'un ton acerbe que sans son intervention, il se serait fait éventrer par un Orruk. Il fut interrompu par Zent. Il fallait fuir maintenant. Les corsaires couvraient la retraite de leurs arbalètes, et la prisonnière elfe proposa de les guider vers la sortie de ce cratère. Calice emboîta le pas à Zent en jetant un regard noir à Tol. Ce dernier fixa le ciel une dernière fois, avant de suivre le mouvement. Les hurlements sauvages des peaux vertes ne cessaient de résonner, tandis que Chèvre courait autant qu'elle le pouvait, guidant le reste de la troupe sur les conseils d'Oclésius. Au travers d'un ruisseau, Calice se retourna, puis abattit un Orruk à bonne distance. Chèvre lui tendit la main pour l'aider à se hisser. Les corsaires elfes, eux, se mouvaient avec agilité et facilité sur le terrain accidenté. Ils passèrent sous l'arche d'un grand hall à moitié détruit, avant de se diriger vers des piliers menant jusqu'en haut du cratère. Malgré les centaines d'années qui s'étaient écoulées, Oclésius avait toujours une connaissance précise du terrain. Il expliqua à Chèvre que ceci était dû à la composition de l'or, forgé en ombre vert dans la plus grande cité miroir de Shaiish, Shadespire. Cet artefact arcanique permettait de conserver une âme qui pouvait ensuite se déplacer et converser avec les vivants librement dans un périmètre autour. À son grand regret, il n'avait eu que des peaux vertes décérébrées pour voisins depuis des siècles. La troupe de fuyards grimpait à des colonnes à l'aide d'épaisses lianes sous le feu des flèches Orruk. Un corsaire elfe fut percé de 3 traits mortels dans le dos. Chèvre observa du coin de l'œil son cadavre chuter parmi la vingtaine de créatures amassées au pied des piliers. Plusieurs de ces monstres commençaient leur ascension, leurs poignards de pierre juchés dans leur bouche. Tol se saisit d'une petite sphère métallique dans sa besace et la jeta sur la horde de peaux vertes en contrebas. L'objet explosa, propageant une épaisse fumée noirâtre et nauséabonde. Les tirs ennemis n'en seraient que moins précis. Cependant, les Orruk les rattrapaient peu à peu. Notre elfe, saisi par ses poursuivants, chuta parmi la horde et fut immédiatement taillé en pièces. Finalement, ils parvinrent à se hisser en haut du cratère. Le groupe se tenait sur le flanc abrupt d'une colline, surplombant une mer de feuillage baignée d'une étrange lueur turquoise. En contrebas, un dense entrelac d'épineux formait un piège naturel. Calice s'agenouilla au bord du précipice qu'il venait d'escalader et vida le contenu d'une fiole de liquide clair sur les lianes sinueuses. Puis, il ordonna qu'on apporte une torche. Une elfe à la peau sombre accourut, brandissant une branche embrasée. Sans hésiter, elle la lança dans l'obscurité avant de se jeter sur le côté pour éviter les flammes qui jaillirent brutalement. Un hurlement guttural résonna aussitôt, et une silhouette enflammée s'extirpa du sol en se débattant furieusement. Chèvre sentit la fumée âcre lui brûler les yeux, tandis que Tol s'avançait calmement. Esquivant l'attaque désespérée de la créature, il lui asséna un violent coup de pommeau en plein visage. La chose bascula en arrière, hurlant de douleur, avant d'être engloutie par les flammes. Le feu ne les retiendrait pas longtemps, les prévint Tol. Ils détalèrent à travers la végétation, fuyant les battements sourds des tambours de guerre Orruk qui résonnaient dans la nuit. Après une course effrénée, ils ne s'arrêtèrent que lorsque ces grondements sinistres s'évanouirent enfin dans le lointain. Ils se trouvaient à présent sur la rive d'un étang sombre et opaque, dont la surface luisait faiblement sous le clair de lune. Au-dessus de l'eau, une nuée de papillons luminescents virevoltaient, projetant une lumière verte tremblotante sur la clairière. Essoufflé, Calice s'adossa à un arbre,
une main pressée contre son poing de côté. Autour de lui, les elfes s'étaient déjà mis en position, leur arbalète braquée vers l'obscurité environnante. Toll, imperturbable, rengaina son pistolet et s'approcha de la jeune elfe capturée. « Nous les avons semés, déclara-t-il d'un ton assuré, avant de poser sur elle un regard perçant. Maintenant, elle devait leur dire tout ce qu'elle savait. Sa voix était calme, mais chargée d'une autorité glaciale. Calice, encore haletant, comprit aussitôt l'intimidation sous-jacente. Il l'avait lui-même subie quelques heures plus tôt. Toll fixa l'elfe d'un regard perçant et lui ordonna de tout lui raconter, depuis sa rencontre avec Vermeer jusqu'au moment où elle s'était mise à fuir. Il la prévint. Toute tentative de mensonge serait vaine. L'elfe soupira avant de commencer son récit. Elle avait rencontré Vermeer 7 mois plus tôt à Ceyron, alors qu'elle travaillait pour un riche noble du nom de Razichelli. Ce collectionneur d'artefacts, plus soucieux de la valeur de ses acquisitions que de leur histoire, amassait tout ce qui brillait sans discernement. Si son travail consistait à inventorier ses trésors, son véritable intérêt se portait sur la vaste bibliothèque du noble, une réserve de cartes et de manuscrits précieux laissés à l'abandon. Zent, amusé, fit remarquer que cette description convenait à bien des nobles d'Excelsis. L'elfe poursuivit. Vermeer s'était présenté à elle comme un négociant en biens rares. Il disposait d'une grande fortune, ce qui lui avait donné l'impression qu'il appartenait à une ancienne lignée azyrite. Pourtant, il ne montrait aucun intérêt pour les babioles de Razichelli. Seule la bibliothèque l'attirait. Il cherchait une carte menant à Katsimos, et il l'avait trouvée, avec son aide. Toll l'interrompit. Vermeer lui avait-il révélé pourquoi il voulait s'y rendre ? Chèvre lui répondit que c'était là la dernière demeure d'Oclésius, l'arpenteur des royaumes. Devant le regard interrogatif de Calice, Toll expliqua qu'Oclésius avait été un explorateur et voyageur légendaire, ayant vécu plusieurs siècles avant la chute. Ses écrits avaient été préservés dans les grandes bibliothèques d'Azirheim, mais son tombeau restait introuvable. L'elfe le corrigea, plus maintenant. Puis, elle raconta comment elle avait passé plus de 10 ans à explorer la Côte des Griffes pour localiser ce site mythique. Grâce aux archives de Razichelli, elle avait découvert des indices mentionnant une cité où savants et érudits se réunissaient pour échanger leurs connaissances. Mais ce n'est qu'en partageant ses découvertes avec Vermeer, ou plutôt comme elle manqua de dire, avec le Seigneur Doré, qu'ils avaient percé le secret de Katsimos. Dès lors, Vermeer avait recruté des mercenaires, et elle était devenue son guide. Calice observait attentivement l'elfe pendant qu'elle parlait. Elle paraissait calme malgré la situation, mais son discours était ponctué de silences étranges, comme si son esprit se perdait ailleurs. Il avait croisé de nombreux monteurs au cours de sa carrière de garde, et elle ne ressemblait à aucun d'entre eux. Toll l'interrogea sur les intentions de Vermeer. Après un instant d'hésitation, l'elfe révéla qu'il cherchait un artefact ancien, l'éclat d'argent. Cet objet remontait à une époque bien antérieure à la tempête de Sigmar, à la chute des civilisations mortelles, et même aux premières tribus humaines. Calice, méfiant, insista. Vermeer n'était pas du genre à convoiter une relique sans raison. Il devait vouloir l'utiliser. L'elfe acquiesça d'un air troublé. L'éclat possédait un pouvoir inimaginable, capable de remodeler la réalité, de faire s'effondrer les montagnes et d'élever les océans. Pourtant, ce n'était pas ce qui intéressait Vermeer. Il cherchait à se soigner. Toll lui demanda alors s'il était blessé. L'elfe frissonna et répondit qu'il avait été changé. Sa voix se brisa tandis qu'elle décrivait la véritable apparence de Vermeer. Son visage n'avait plus rien d'humain. Il se mouvait, grouillant comme un nid de serpent en perpétuel mouvement. Une vision qui la hantait. Il était brisé, murmura-t-elle, et il ferait tout pour retrouver ce qu'il avait perdu. Tout. Zent, essuyant du sang de Rook sur son manteau, la ramena à l'essentiel. Où se trouvait l'éclat d'argent ? L'elfe répondit qu'il se trouvait dans les montagnes des cicatrices du destin, une cité oubliée s'y cachait, dissimulée par des illusions. L'évocation de cette région fit grimacer Calice. Il connaissait la réputation des cicatrices du destin, une chaîne de montagnes flottantes dominant la jungle du nord de la côte des Griffes. Des pics imposants, aux formes étranges et géométriques, suspendus dans les airs grâce à une magie inconnue. Nombre d'expéditions avaient tenté d'explorer cet endroit, aucune n'était revenue. Zent hocha la tête, songeuse. Elle aussi avait entendu des histoires à ce sujet. Des flottes entières de corsaires disparus sans laisser de traces. Des vaisseaux fantômes sillonnant les cieux. Des tribus d'hommes serpents sans visage. Comme souvent sur la côte des Griffes, la frontière entre mythe et réalité était floue. Mais l'elfe poursuivit son récit d'un ton incertain, comme si elle lisait un texte invisible. Autrefois, une cité se dressait au cœur de ces montagnes.
Un empire de mages dominait la côte des Griffes et bien au-delà. Leur pouvoir provenait de l'éclat d'argent, un artefact si puissant qu'il leur permettait de façonner le monde selon leur volonté. Grâce à lui, ils maîtrisaient l'illusion et la transmutation. Calice fronça les sourcils. Il n'avait jamais entendu parler d'un tel empire. Et c'était tout à fait normal, car il avait disparu il y a bien longtemps, avant même le retour du dieu roi. Une force rivale avait tenté de s'emparer de leur source de pouvoir, provoquant une guerre et un massacre sans précédent. Les porteurs de l'éclat furent anéantis, d'une manière totale et irrémédiable. Toll resserra son regard perçant et demanda qui les avait détruits. L'elfe se figea, comme réveillé brutalement d'une transe, et murmura que nul ne s'en souvenait. Un silence pesant s'installa alors. Toll et Zent l'observaient avec intensité, conscients qu'il y avait quelque chose d'inhabituel chez elle. Auprès de l'elfe, Toll s'assura une dernière fois que Xantica était bien la destination de Vermeer. Puis, se tournant vers Calice, il lui ordonna de l'attacher. Elle allait venir avec eux. Il lui restait des questions à lui poser. L'elfe redressa la tête avec fierté. Elle lui dit que son nom était Shev Arklis, et qu'il ferait bien de s'en souvenir. Shev et son groupe mirent plusieurs jours à traverser la jungle pour rebrousser chemin. Dès le premier matin, une pluie torrentielle s'abattit sur eux, les trempant complètement sans pour autant atténuer la chaleur accablante. Les elfes de Zent ouvraient la marche, taillant un chemin à travers la végétation dense avec une efficacité impressionnante. Leur peau brunie était marquée de tatouages et de cicatrices, témoignant de leur vie dangereuse de corsaires. Pendant le voyage, Oclésius posait sans cesse des questions sur le monde, mais lorsqu'il apprit l'horreur causée par le chaos, il se mura dans un silence pensif. Shev veilla à ne jamais révéler la pierre d'ombre vert, la gardant cachée, même lors des fouilles des corsaires elfes. Elle savait par expérience qu'il valait mieux dissimuler ses atouts aussi longtemps que possible. Le capitaine Zent, contrairement aux autres, restait de bonne humeur et ne s'éloignait jamais trop d'elle. Chaque soir, elle l'interrogeait sur son passé et les ruines qu'elle avait explorées. Shev percevait dans ses yeux un éclat avide qu'elle connaissait bien, celui des collectionneurs et mercenaires en quête de trésors. Oclésius, méfiant, avertit Shev, Zent était la plus dangereuse du groupe. Calice et Toll étaient tout aussi mystérieux. Toll, à l'inverse des répurgateurs dont Shev avait entendu parler, se montrait effacé, préférant suivre silencieusement l'expédition sous les ordres de Zent. Pourtant, son regard glacial et analytique le rappelait celui du Seigneur Doré, et elle savait qu'il n'hésiterait pas à la tuer si nécessaire. Calice, lui, n'avait rien d'un aventurier. Tout en lui évoquait un soldat bien entraîné. Sa posture rigide, ses équipements impeccables, et sa main toujours proche de son arme. Il pestait contre la jungle, suant à grosses gouttes, luttant contre les insectes et suivant tant bien que mal les elfes. Son apparence et sa tenue robuste suggéraient un repris, descendant de tribus mortelles, plutôt qu'un citoyen d'Arnhem. Shev se demanda comment un simple soldat des guildes libres avait pu être recruté par l'ordre d'Azir. Finalement, la jungle s'éclaircit, laissant entrevoir la mer scintillante au loin. Une crique encaissée, bordée de mangroves séchées, s'ouvrait devant eux. Au centre de la baie, flottait un vaisseau noir, élancé, semblable à une créature marine tapie sous la surface. Ses voiles, sombres et acérées comme des lames, et les dizaines de balistes menaçantes alignées sur ses flancs, confirmaient qu'ils approchaient d'un redoutable navire de guerre. Alors qu'ils observaient le vaisseau loup amarré dans la baie, Zent le présenta fièrement sous son nom, le Bienchanceux. Ce fendeur des flots elfes était un chef-d'œuvre de construction navale, doté d'une coque en chêne noir, capable de résister à un boulet de canon du Hardin à bout portant, et équipé de 40 arbalètes d'Azir, capables de percer le cuir d'un Ur-Kraken. Rapide et mortel, le Nazir suscitait l'admiration de Shev, aux grandes dames de Calice qui en avaient assez d'entendre la capitaine vanter ses mérites. Le groupe descendit prudemment à travers la végétation dense pour rejoindre la baie. Shev, épuisée, souffrait de ses pieds endoloris et de ses vêtements trempés qui irritaient sa peau. Elle aurait tout donné pour une minute de repos. Alors qu'il s'approchait du navire en pataugeant dans les eaux peu profondes, une silhouette apparut sur le pont. C'était un elfe tatoué et vêtu de cuir noir, comme le reste de l'équipage de Zent. Chauve, et portant un foulard pourpre assombri par la sueur, il interpella la capitaine en faisant un signe derrière lui. En réponse, plusieurs marins jetèrent une échelle de corde par-dessus le garde-corps. Calice invita Shev à monter la première, ce qu'elle fit avec hésitation. Zent, quant à elle, escalada la coque lisse avec une agilité féline
et atterrit avec aisance sur le pont. À peine arrivé à bord, Chev se retrouva face à une cinquantaine de corsaires à l'apparence redoutable. Toll, en montant sur le pont, ordonna qu'on la mette en cellule. 2 marins costauds s'exécutèrent immédiatement. Ils saisirent brutalement Chev par les épaules et la poussèrent vers une trappe menant aux entrailles du navire. L'air y était saturé d'odeurs d'huile, de sel, de sang. Bien que l'endroit fût d'une propreté surprenante comparée aux galères miteuses qu'elle avait connues. La structure du navire était finement ouvragée, sans trace d'usure ou d'infestation. Sur leur passage, Chev aperçut plusieurs marins en train d'entretenir les armes du vaisseau. D'énormes balistes dont ils huilaient les ressorts et chargeaient les lances barbelées en fer noir. Près de chaque pièce d'armement, des tonneaux marqués d'un crâne écarlate étaient solidement fixés par des calottes de fer. Les balistes, montés sur des rails métalliques, pouvaient être déplacés aisément vers les sabords. Mais ce qui attira particulièrement son attention, ce fut l'état du sol autour des armes. Il était profondément entaillé et taché de marques rouge-brun. Poursuivant leur descente, ils traversèrent un autre pont, encombré de hamacs de soie légèrement luminescents dans la pénombre. Là, un elfe, agenouillé, s'occupait d'une boîte remplie d'énormes araignées pâles. Avec un frisson de dégoût, Chev observa les créatures filer de nouveaux fils pour raccommoder les hamacs. L'elfe leur jeta un regard indifférent avant de ramasser une araignée et de la remettre délicatement dans sa boîte. Enfin, ils atteignirent une petite cellule exiguë située à l'arrière du navire. Sans ménagement, les marins y jetèrent Chev et refermèrent la porte grillagée avant de la verrouiller. Complètement assoiffée, elle leur demanda de l'eau. En réponse, ils l'ignorèrent totalement. Résignée, elle poussa un profond soupir, s'adossa au mur et s'efforça de trouver le sommeil. Chev, enfermé dans sa cellule, subissait un interrogatoire sans fin mené par le répurgateur Toll. Ce dernier exigeait qu'elle lui raconte encore et encore tout ce qu'elle savait sur Ortam Vermeer, le Seigneur Doré. Malgré sa lassitude, elle n'avait d'autre choix que de coopérer, répétant chaque détail qu'elle pouvait se remémorer. Toll, méthodique et inflexible, tournait en rond devant sa cellule, jouant distraitement avec son chapeau à large bord. Lorsqu'il était apparu pour la première fois, émergeant des ténèbres avec une bougie à la main sur la poigne de son épée, Chev avait craint le pire. Ayant grandi avec celle-ci, elle connaissait la sinistre réputation de l'ordre d'Azir, et se souvenait des hurlements résonnant depuis les halls d'interrogatoire. Mais contrairement à ce qu'elle avait imaginé, Toll n'avait pas recours à la torture. Il considérait cette méthode comme grossière et peu fiable, expliquant que la souffrance poussait souvent les victimes à dire ce que l'on voulait entendre plutôt que la vérité. Il n'éprouvait aucun plaisir à infliger de la douleur, préférant un autre type de pression, l'isolement. Chev était seule, loin de toute civilisation. Toll la jugeait précieuse pour ses connaissances sur Vermeer, son mode de pensée et son état physique. Tant qu'elle lui serait utile, elle resterait en vie. Elle avait donc parlé sans relâche, décrivant chaque échange, chaque souvenir lié à l'homme qu'elle avait connu sous le nom du Seigneur Doré. Toll l'écoutait avec attention, ne l'interrompant que pour poser des questions précises, parfois déconcertantes. Vermeer mangeait-il ou buvait-il souvent? Boitait-il? Où et quand l'avait-elle rencontré? L'interrogatoire dura des heures, l'épuisant au point qu'elle avait fini par mélanger les dates et les faits. Alors que l'aube approchait et que le navire s'animait au son des ordres criés sur le pont, Toll mit fin à l'entretien, estimant qu'elle était trop fatiguée pour être d'une quelconque utilité. Il lui ordonna de se reposer avant de quitter la cellule. Dès qu'il fut parti, Chev sortit discrètement la gemme d'ombre verte dissimulée dans le talon de sa botte. Ses geôliers avaient été méticuleux, mais pas assez pour découvrir toutes ses ruses. La voix d'Ecclésius résonna dans son esprit. Il espérait fortement ne pas avoir quitté son tombeau à Katzimos pour croupir indéfiniment dans une autre prison. Pendant ce temps, sur le pont du bien chanceux, Calice, enfin reposé et propre après une nuit de sommeil, discutait avec Toll. Ils observaient le navire s'éloigner de la baie, un endroit qui ne manquerait à aucun d'entre eux. Toll partagea son avis sur Chev. Elle ne ressemblait ni à une criminelle, ni à une voleuse, et il était convaincu qu'elle ne mentait pas sur Vermeer. Cependant, elle cachait quelque chose. Il en avait vu assez pour reconnaître les signes d'une dissimulation. Calice, d'accord avec cette analyse, acquiesça en silence. Un moment de gêne s'installa alors entre eux, interrompu uniquement par le fracas des vagues contre la coque. Calice observa le répurgateur du coin de l'œil. Toll, le regard perdu vers la côte qui disparaissait, paraissait usé et fatigué, marqué par des années de traque et de combat. Brisant le silence,
Calice reprocha à Toll son attitude suicidaire au combat, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais vu le répurgateur charger ainsi, sans se soucier de sa propre vie. Toll, d'ordinaire impassible, laissa éclater sa colère et admit que cette chasse était personnelle. Hortam Vermeer n'était pas un criminel ordinaire, mais un ancien ami qu'il avait trahi et manipulé durant des décennies. Il lui en voulait non seulement pour sa trahison, mais aussi pour avoir assassiné un Duardin qui lui était loyal. Pour Toll, l'élimination de Vermeer était une nécessité absolue, et ce, quitte à sacrifier sa propre vie. Il saisit alors Calice par l'épaule et l'avertit de ne plus jamais se mettre en travers de son chemin. La tension entre les deux hommes fut interrompue par l'arrivée du capitaine Zent et de son second Oscus. Zent informa Toll que leur prochaine destination était Port-Cal, une cité corsaire où ils pourraient négocier un passage vers les montagnes grâce aux Caradrons, les marins du ciel du Hardin. Toll, méfiant, exprima ses réticences face au haut capitaine de Port-Cal, des pirates opportunistes qui harcelaient les routes commerciales et revendaient leur propre butin à des prix exorbitants. Zent, quant à elle, voyant en eux des partenaires potentiels, et se dit confiante dans sa capacité à négocier un accord. Calice, bien que peu familier avec les Caradrons, savait qu'ils étaient réputés pour leur cupidité et leur caractère imprévisible. Leur collaboration avec des pirates ne le surprenait donc pas. Toll en revanche se méfiait profondément de ces forbans, mais n'avait pas d'autre choix que de suivre le plan de Zent. Alors que le bienchanceux mettait le cap sur Port-Cal, Zent les prévint que la traversée ne serait pas sans danger. Calice, déjà éprouvé par leur périple depuis Excelsis, repensa aux nombreuses menaces qu'ils avaient eu à affronter en mer. Des monstres titanesques, des vents violents, et des créatures marines aux tentacules avides de chair. Il ne put s'empêcher de se demander ce que la capitaine Elf pouvait bien considérer comme des eaux dangereuses. Chev passa 2 jours éprouvants dans sa cellule à bord du navire corsaire. L'ennui et l'inconfort étaient ses seuls compagnons, le sol dur l'empêchant de dormir correctement, tandis que le roulis constant la projetait d'un côté à l'autre de la pièce. Son seul répit venait du fait qu'Oclésius semblait lui aussi mal en point, et ne l'importunait que rarement avec ses commentaires ou questions. Il paraissait même irrité par l'attitude irascible et sèche de l'elfe, ce qui ne dérangeait en rien Chev. Leur geôlier passait de temps à autre sans lui prêter la moindre attention, se contentant de lui apporter chaque matin un maigre repas. Du pain rance infesté de vers, de la viande excessivement salée, et une ration d'eau. Elle tenta plusieurs fois de capter leur attention, en vain. Son isolement forcé se poursuivit ainsi jusqu'au 3e jour, lorsqu'un bruit l'attira de son sommeil. Un raclement contre la porte l'alerta, et en clignant des yeux, elle aperçut la silhouette du capitaine Zent appuyé contre les barreaux de sa cellule, faisant distraitement racler le pommeau de son épée contre le bois. D'un ton moqueur, la capitaine lui demanda si elle avait bien dormi. Chev, en se frottant le dos endolori, grogna une réponse sarcastique, demandant si Zent s'était enfin souvenu d'elle. La capitaine lui répondit en souriant qu'une chasseuse de trésors elfe voyageant avec l'hérétique le plus recherché de la Côte des Griffes ne pouvait être oubliée aussi facilement. Chev insista sur le fait qu'elle était historienne et non une pilleuse de tombes, mais Zent balaya la distinction d'un haussement d'épaule. Elle se dit convaincue que l'elfe possédait des connaissances précieuses et qu'une personne avisée pourrait en tirer parti. Puis, elle l'invita à se lever et à la suivre. Oclésius murmura à Chev, se demandant si le répurgateur à bord du navire était au courant de cette petite entrevue. Chev fut ensuite mené dans la cabine de Zent, qui ressemblait davantage à une boutique d'antiquaire qu'à la chambre d'un capitaine. L'endroit était encombré de souvenirs de voyage. Des cartes jaunies s'empilaient sur un bureau encombré de compas, de plumes et d'étranges instruments maritimes dont Chev peinait à deviner l'utilité. Un globe de verre turquoise oscillait doucement au plafond, contenant un céphalopode qui la fixait d'un regard noir et menaçant. Un mur entier était recouvert d'armes exotiques, allant de sabres en acier excelsien à des crochets de duel montés sur des gantelets à pointe. L'air était saturé d'odeurs mêlant l'huile, le bois et les épices venues d'horizons lointains. Oclésius, toujours curieux, supplia mentalement Chev de demander au capitaine ce qu'était la créature enfermée dans le globe suspendu. L'elfe refusa sèchement et s'assit sur le tabouret que Zent lui indiquait, après avoir écarté précautionneusement plusieurs bricoles. Soudain, un objet bougea à toute vitesse, escaladant une pile de livres avant de reverser quelques bibelots. C'était un scarabée doré, automate vrombissant, qui grimpa jusqu'au bureau. Agacé, Zent le dégagea avant de poser ses bottes sur le bois. Un long silence s'installa. Puis, la capitaine le brisa enfin et demanda comment une personne comme Chev avait pu se retrouver liée à un traître comme Vermeer. L'elfe réitéra sa défense,
Elle ignorait alors qui il était. Mais Zent ne l'entendit pas de cette oreille. Elle évoqua la bataille d'Excelsis, les tours écroulées, les démons, les purges, les incendies. Elle souligna qu'Anivertol n'était pas le seul à rechercher Vermeer, et que son visage était placardé sur tous les avant-postes d'ici à Hammerhall. Shev frissonna en repensant à ce qu'elle avait vu sur le visage du Seigneur Doré, et expliqua que Vermeer avait changé d'apparence. Zent ne répliqua pas, mais son expression se durcit. Un elfe entra à ce moment-là dans la cabine, portant 2 assiettes de poisson fumé. Sa jambe gauche, faite d'acier étincelant et terminée par un large pied griffu, résonnait contre le sol à chacun de ses pas. L'odeur du repas éveilla immédiatement la faim de Shev, et lorsque Zent lui tendit une assiette, elle se jeta sur la nourriture sans attendre. Le capitaine en profita pour l'interroger sur son passé. Shev racontait que son père adoptif, un homme originaire d'Azir, l'avait élevé en voyageant à travers les royaumes, explorant ruines et cités oubliées pour comprendre ce qu'était le monde avant la chute. Mais les années l'avaient finalement rattrapé, l'obligeant à cesser ses expéditions. Zent, intrigué, remarqua qu'il ne s'agissait donc pas d'un elfe et qu'il ne devait pas être son véritable père. Irrité par l'insinuation, Shev défendit avec ferveur l'homme qui l'avait élevé, insistant sur le fait que lui ne l'avait pas abandonné, contrairement à ses géniteurs. Zent changea alors d'approche et l'interrogea sur ses connaissances des ruines et des reliques du vieux monde. Elle fit allusion aux immenses profits qu'une femme intelligente pourrait tirer en revendant ses trésors à de riches collectionneurs d'Azir. Mais Shev rejeta fermement cette idée, refusant de se prêter à un tel commerce. La capitaine soupira, déçue. Elle laissa entendre qu'une alliance aurait pu convaincre Anivertol de lui laisser la vie sauve, mais que sans cela, son avenir semblait bien incertain. Shev, sceptique, demanda comment la capitaine pourrait bien influencer un répurgateur investi de l'autorité de Sigmar. Zent lui rétorqua qu'à bord du Bienchanceux, c'était elle qui décidait des règles, et que la patience dont elle faisait preuve avec Toll avait déjà été mise à rude épreuve. C'est alors que Zent remarqua un objet brillant dans la poche de Shev et lui demanda ce que c'était. L'elfe tenta de minimiser son importance, en prétendant qu'il s'agissait d'un simple bijou de famille, mais le capitaine exigea de le voir. Shev finit par lui remettre l'orbe d'ombre vert. Ensuite, Zent l'examina avec attention, la faisant tourner dans sa main, la tapotant de la pointe de sa lame. Puis dans un geste habile, elle la fit disparaître dans sa paume. Avec un sourire ironique, elle suggéra qu'elle pourrait la garder pour Shev. Cette dernière ne se laissa pas intimider et exigea qu'elle lui la rende. Zent, amusée mais toujours menaçante, la fixa quelques secondes avant de relâcher l'orbe qui tomba dans le giron de l'elfe. Puis, farfouillant dans son bureau, elle lui lança un médaillon en argent avec une chaîne, assez grand pour contenir l'orbe. « Un cadeau, dit-elle, pour qu'elle protège mieux cet objet qui lui semblait être si précieux. » Avant que Shev ne puisse réagir, un coup violent fut frappé à la porte. Le second de Zent, Oscus, entra précipitamment avec un sourire carnassier. Une énorme créature marine, d'au moins 30 mètres, avait été repérée. Zent bondit immédiatement, ordonnant à son équipage de préparer les arbalètes. Son excitation était palpable et elle proposa à Shev d'assister à la chasse. Oclésius, enchanté par l'idée, poussa Shev à accepter, tandis que cette dernière restait plus sceptique.